Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une pluie de missiles en ce moment en Israël. Après une nuit d'angoisse, les civils sont de nouveau confinés dans leurs pièces sécurisées depuis quelques minutes. Si le dôme de fer a bien tenu cette nuit, tous espèrent qu'il sera encore efficace ce matin. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Vous êtes vous-même en ce moment dans votre abri, dans cette pièce spéciale dans votre logement ? Oui, tout à fait. Les sirènes ont retenti dans le centre et le nord du pays il y a une vingtaine de minutes environ. Je suis donc, au moment où je vous parle, avec mes proches, avec les membres de ma famille, dans la chambre sécurisée de l'appartement. On a entendu très distinctement des détonations assez proches de l'endroit où nous nous trouvons, dans le centre du pays. Ces détonations importantes correspondent aux interceptions des missiles par la défense antiaérienne, mais on sait que plusieurs de ces missiles ont échappé à cette défense antiaérienne et se sont abattus sur des zones résidentielles dans les environs de Tel Aviv. À l'heure où je vous parle, on ne sait pas encore s'il y a des blessés. Alors faites attention à vous. Depuis le début de cette guerre, Frédéric, la semaine dernière, ce qu'Israël attend surtout, c'est un engagement des États-Unis à ses côtés ? Oui, depuis le lancement de l'opération Éveil du Lion, il y a 5 jours, l'armée et les services secrets israéliens ont infligé des coups sévères au régime des Mollahs. Une grande partie de sa défense antiaérienne et de son arsenal de missiles ont été détruits. Les membres du haut commandement des gardiens de la Révolution et de l'armée ont été tués, presque tous, ainsi que plusieurs scientifiques de haut rang impliqués dans le développement du programme nucléaire. Quant aux installations liées à ce programme, certaines ont été sérieusement endommagées, mais l'impact n'est que relatif. La plupart des centrifugeuses et des stocks d'uranium enrichi sont profondément enfouis sous terre. Or, l'armée israélienne ne dispose pas des bombes perforantes capables d'atteindre ses objectifs, d'où l'intérêt pour Israël de convaincre les États-Unis de lui fournir soit ce type d'armement, soit de s'impliquer directement à ses côtés dans l'offensive menée contre l'Iran. Sans implication américaine, estiment les experts israéliens, le conflit risquerait de se prolonger, voire même de s'enliser en une véritable guerre d'usure. Merci Frédéric Simon à Tel Aviv. Pour Europe 1, on pense bien à vous, soyez prudents surtout. Et à Washington, Donald Trump, lui, réunit son conseil de sécurité nationale dans la Situation Room, la salle de crise de la Maison-Blanche. Oui, le président américain a quitté précipitamment le G7 à Kananaskis au Canada, un jour plus tôt que prévu. Et s'il appelle un accord de cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, on va en reparler dans un instant. En coulisses, en tout cas, le locataire de la Maison-Blanche déploie ses forces au Moyen-Orient, Rémi Amalvi. Oui, il y a d'abord eu cette publication de Donald Trump il y a quelques heures sur son réseau Truth Social où il appelle, je cite, tout le monde à quitter Téhéran immédiatement. Le président américain qui est rentré précipitamment du G7 au Canada pour assister à une réunion de son cabinet d'urgence à la Maison Blanche. Peu après, il a assuré toujours sur Truth Social que son départ anticipé n'avait rien à voir avec un potentiel cessez-le-feu, taclant au passage Emmanuel Macron. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est emporté le président américain à propos de son homologue français. C'est beaucoup plus gros que ça, volontairement ou pas, Emmanuel ne comprend jamais rien. À côté de ça, d'importants mouvements militaires américains ont été constatés. Les États-Unis ont déplacé 2 destroyers en Méditerranée orientale et le porte-avions américain Nimitz, qui croisait en mer de Chine méridionale, est actuellement en route vers le Moyen-Orient. Enfin, une trentaine d'avions ravitailleurs ont décollé des États-Unis dans la nuit de dimanche à lundi et se sont dirigés vers plusieurs bases en Europe et plusieurs bombardiers B-2 qui transportent des bombes capables d'atteindre les installations nucléaires iraniennes souterraines auraient été déployés sur la base de Diego Garcia dans l'océan Indien. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alors, si Donald Trump a quitté le G7, c'est parce que, dit-il, c'est beaucoup plus gros que ça, beaucoup plus gros qu'un simple cessez-le-feu en discussion. Des mots qui inquiètent évidemment les civils iraniens. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure l'invité d'Europe 1 matin, Emmanuel Razavi, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient. Ils comprennent que les frappes vont être extrêmement violentes et qu'il y a un risque de frappe en fait américaine, mais ce qui vient de m'être dit en fait par une personne avec qui je viens de parler, qui est à Téhéran, il y a quelques minutes, c'est qu'on leur dit sur place de toute façon que les Américains vont venir bombarder en fait les populations civiles aussi intentionnellement. Le régime iranien dit c'est le régime qui fait effectivement sa propagande, sa communication intérieure. Après, il y a une réalité, c'est que de toute façon, si ça tape, il y aura des dommages collatéraux, même si les civils ne sont pas délibérément en fait ciblés. Les personnes âgées ne veulent pas quitter leur maison, ne veulent pas quitter en fait leurs appartements, et que dès lors, leurs enfants, leurs familles restent auprès d'elles.
vous imaginez la tragédie en fait que ça peut être si ces gens sont frappés. Emmanuel Razavi, auteur de La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran. Interview complète à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Et le G7 ce matin appelle à une désescalade régionale en Iran comme à Gaza et il reconnaît le droit d'Israël à se défendre. Oui, dans un communiqué signé d'ailleurs par Donald Trump avant son départ, le G7 désigne l'Iran comme principale source d'instabilité et de terrorisme dans la région, affirmant qu'il ne devra jamais disposer d'une arme nucléaire. Une position commune qui n'empêche pas Emmanuel Macron de jouer sa propre partition, comme le lui reproche d'ailleurs Donald Trump, Jacques Serret. Oui, Emmanuel Macron défend sa position et martèle ce message auprès des autres dirigeants. Il est absolument essentiel que toutes les frappes de part et d'autre qui se font contre des infrastructures énergétiques, administratives, culturelles et encore plus contre la population civile cessent. Rien ne les justifie, rien. Et elles sont, elles, absolument intolérables. Le chef de l'État estime que la chute du régime de Téhéran ne doit pas être un objectif pour Israël. Je pense que tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même ou contre lui-même, se sont toujours trompés. Je pense que les peuples sont souverains, ils changent leurs dirigeants par eux-mêmes et que tous ceux qui ont voulu par le passé changer des régimes par des frappes ou des opérations militaires ont commis des erreurs stratégiques. Emmanuel Macron qui ne peut que constater le départ de Donald Trump. Le président américain a quitté prématurément ce sommet afin de rentrer à Washington. Trump ne verra donc pas Volodymyr Zelensky demain, alors que Paris essaie toujours de convaincre la Maison-Blanche d'acter de nouvelles sanctions contre la Russie. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Peut-être employez-vous une femme de ménage, une nounou, un prof particulier, un jardinier, mais est-ce que vous les déclarez ? Et près d'une prestation à domicile sur 2 n'est pas déclarée. C'est la conclusion de l'enquête annuelle Stop au travail au noir qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité ce matin. Dans 48% des cas, la prestation est payée de la main à la main et ce malgré un crédit d'impôt qui coûte plus de 6 milliards d'euros par an à l'État, Baptiste Morin. Oui, les prestations à domicile sont un peu plus déclarées d'année en année, mais la progression reste lente. Pour Guillaume Richard, le PDG du groupe WeCare, le numéro 1 français des services à domicile, c'est avant tout un manque de connaissance des ménages. Il reste un niveau de méconnaissance, il reste une insuffisance de communication. Et là, c'est à nous aussi, les professionnels, et puis au gouvernement de communiquer de façon un peu plus importante sur justement ce crédit d'impôt qui permettrait définitivement de tuer le travail au noir en France. Aux besoins de pédagogie, il faut ajouter les effets néfastes des débats récurrents autour du crédit d'impôt emploi à domicile. Depuis quelques semaines, le gouvernement a de nouveau émis l'idée de réduire son champ d'action, mais les conséquences seraient immédiates, prévient Mathieu Plane, économiste, directeur adjoint à l'OFCE. Si jamais il n'existait pas, le dispositif, on ne serait pas à une personne sur 2, mais peut-être à 80% des personnes. Si on réduit les aides, le risque est toujours de basculer vers une partie de travail non déclaré. D'après l'enquête Stop au travail au noir, 84% des Français auraient tendance à recourir au travail non déclaré en cas de réduction ou de suppression du crédit d'impôt. Baptiste Morin, chef du service Société d'Europe 1. Et puis le conclave sur les retraites doit s'achever aujourd'hui, mais François Bayrou s'est dit ouvert à quelques jours de négociations supplémentaires. Oui, le Premier ministre qui a par ailleurs formulé une nouvelle proposition hier, une prime pour les salariés seniors. Une partie de sa retraite en plus de son salaire pourrait être versée aux salariés qui auraient atteint ses droits à la retraite et décideraient de rester au travail. Et puis, le projet de loi de simplification en revanche sur la pente glissante. Le texte qui abroge notamment les zones à faible émission, les fameuses ZFE, pourrait être rejeté aujourd'hui à l'Assemblée puisque les macronistes projettent de voter contre. Un peu de culture, Europe 1 vous emmène ce matin dans l'ancien parloir des nonnes du couvent de Sainte-Cécile. C'est à Grenoble. Le cabinet Rembrandt y propose l'une des plus belles collections de gravures du maître néerlandais. 9 nouvelles gravures jamais présentées au public y sont désormais exposées. Sébastien Bordenave. Dès l'entrée, c'est Rembrandt lui-même qui répond à toutes vos questions sur sa vie, ses œuvres. Ce n'est pas un homonyme, mais un hologramme doté d'intelligence artificielle. Le thème de cette nouvelle exposition, c'est le bestiaire, la représentation animale dans la gravure de Rembrandt. Avant, les bêtes étaient un décor, une nature morte. L'art néerlandais du XVIIe siècle en général et Rembrandt en majesté vont en faire un sujet. Et comme dans l'iconographie chrétienne, l'animal va même parfois devenir l'attribut d'un saint ou faire directement référence à une parabole biblique. La technique utilisée est celle dite de l'eau forte, un outil pointu en acier qui grave sur une plaque de cuivre un motif.
trempées ensuite dans de l'acide appelé eau forte, un procédé qui permet de multiplier les œuvres, donc de gagner plus d'argent. Il en fallait, Rembrandt était très riche, collectionneur d'art, notamment d'œuvres de Michel-Ange et de Raphaël. Il a fini sa vie ruinée. Sébastien Bordenave. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Rachida Dati, la ministre de la Culture, et l'invité de Sonia Mabrouk. 8h10, bon réveil. 7h, 9h.